Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Des légumineuses digestes, riches en protéines et prêtes en seulement 3 minutes. Diany Gaillard, ancien rugbyman professionnel, a fondé Aligerma, une entreprise spécialisée dans la transformation innovante des légumineuses. En parallèle de ses entraînements, il se forme à l'agroalimentaire et découvre la force des légumineuses. Ces aliments riches en protéines, durables et peu gourmands en eau. La loi Egalim impose aux cantines collectives un repas végétarien par semaine. En échangeant avec des cuisiniers de la restauration collective, il réalise que les légumineuses peuvent être la solution à plusieurs problèmes. Apport en protéines, digestibilité et rapidité de préparation. Gianni et son équipe développent alors un processus unique de pré-germination et de cuisson à la vapeur pour rendre les légumineuses encore plus nutritives, digestes et prêtes en seulement 3 minutes. Un produit innovant, 100% local et adapté aux contraintes de la restauration collective. Dans ce dernier épisode de Nutstalk, vous découvrirez les secrets d'une alimentation durable à travers les légumineuses. Pourquoi sont-elles essentielles pour notre santé, mais aussi pour l'environnement? Diany lève également le voile sur les mythes entourant ces aliments souvent sous-estimés et partage son processus unique de pré-germination qui améliore leur digestibilité et leur apport en protéines. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute. Gianni, tu es le président d'Aligerma. Vous êtes une entreprise où vous transformez des légumineuses, mais pas n'importe comment. Donc aujourd'hui, on va parler un peu des bienfaits, des problématiques, etc. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter et nous partager ton parcours? Oui, bien sûr. Bon, du coup, je m'appelle Jamie, j'ai 28 ans, je dirige l'entreprise Aligerma que j'ai fondée il y a 3 ans avec des associés. Moi, j'ai un parcours un peu atypique puisque je suis de base rugbyman professionnel. J'ai fait voilà, une carrière pendant un peu moins de 10 ans, formé à Toulouse, et après j'ai joué à Albi, surtout. Et puis, en parallèle du rugby professionnel, on a quand même un peu de temps dans la semaine et je me suis formé à l'agroalimentaire de manière générale. J'ai été dans une entreprise pendant 3 ans, alors c'était 1 ou 2 jours par semaine, pendant 3 ans, basé à Castelnaudary, qui faisait des plats végétaux de manière très globale, très générale, euh, notamment des pâtes enrichies en légumineuses. Donc c'est là où j'ai appris tout le travail de l'agroalimentaire, l'intérêt des légumineuses. Et c'est ce qui m'a donné un petit peu l'idée d'Aligerma. Alors effectivement, tu as un parcours assez atypique de rugbyman à fondateur d'entreprise. J'aimerais savoir pourquoi tu t'es intéressé du coup à l'agroalimentaire et au sujet de l'alimentation. Euh, j'ai un environnement familial où c'est très présent. J'ai des gens dans mon entourage qui sont dans cette partie-là agroalimentaire. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. L'alimentation, de manière générale, et je pense que dans le sportif, c'est intéressant, mais même de manière générale, c'est quand même, on est en France, c'est quand même très prégnant dans nos vies et encore plus, encore une fois, quand on fait du sport. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et ensuite, moi, je suis sur un secteur aujourd'hui avec Ali Germa qui est assez particulier, le secteur de la restauration hors domicile, qui est assez large. Dans ses composantes, on a beaucoup, nous, de restauration collective. On est spécialisé en restauration collective. Et la restauration collective est elle aussi un secteur très large, puisque ça compose du privé et du public. Alors, sur du privé, ça peut être des gros acteurs que tout le monde connaît, comme ceux d'Exo et Ailleurs. Sur du public, ça peut être du médico-social, de l'hospitalier, de la prison, de l'armée, de l'association, de l'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment un secteur qui est très large, très particulier, et qui a des contraintes bien spécifiques. Et on va en parler un petit peu plus tard d'ailleurs là-dessus. Mais avant ça, j'ai une dernière question que je pose souvent dans l'épisode. C'est
Pour toi, c'est quoi bien manger? Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur eatnutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Pour moi, bien manger, c'est remplir plusieurs cases. Déjà, c'est de manger des choses variées. Je pense que être toujours sur le même type de plat, de repas, quel qu'il soit, c'est quelque chose de très rébarbatif pour moi. Et je pense que je suis pas le seul à aimer non seulement la nouveauté, mais ensuite des goûts complets et des goûts différents. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est prendre du plaisir d'un point de vue gustatif. Alors, ça peut être de manière organoleptique très très large, visuelle aussi. Et le troisième, c'est une des valeurs de notre entreprise, nous, c'est la durabilité. On essaie d'avoir un mode de consommation, on en parlera, une des vertus des légumineuses, mais quelque chose qui soit durable. C'est-à-dire que si c'est pour cramer la chandelle par les deux bouts, c'est pas forcément intéressant. On essaie de trouver un juste équilibre, un juste milieu entre se faire plaisir, faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, mais pouvoir tenir cette cadence sur le long terme si tout le monde faisait pareil que nous. Qu'est-ce que tu entends par durable? Nous, la durabilité, elle se conçoit de tous les prismes différents. Ça peut être dans les relations sociales, dans la relation qu'on a avec la terre, euh, la relation qu'on peut avoir avec l'alimentation. Durabilité, c'est si on est dans cette relation-là, est-ce que ça peut tenir sur le long terme? Ça peut tenir de manière efficace et durable sans qu'il y ait de friction particulière. Quand on fait des légumineuses sur des sols, si on a la bonne rotation de sol, c'est des cultures qu'on fait depuis des milliers d'années et qu'on pourra continuer à faire des milliers d'années. Si on consomme, je sais pas moi, si on consomme 1 kilo de côte de bœuf matin, midi et soir, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas durable. Si on est dans des relations conflictuelles avec une mise sous pression perpétuelle avec les gens avec lesquels on travaille, on sait que c'est pas quelque chose qu'on pourra faire éternellement. Donc la durabilité, c'est vraiment une notion importante. Ça ne veut pas dire ne pas travailler, ça ne veut pas dire ne pas innover, ça ne veut pas dire faire des choses de manière archaïque, mais ça veut vraiment dire se poser des questions et savoir comment on travaille, est-ce qu'on peut le faire sur le long terme ou pas. Oui, c'est finalement avoir des objectifs différents de la rentabilité et vraiment se poser les bonnes questions. Comment est née l'idée? Déjà, qu'est-ce que c'est concrètement et comment est née l'idée? Alors, à Ligerman, nous, aujourd'hui, on transforme de manière innovante les légumineuses. Donc, les légumineuses, tout ce qui est pois, lentilles, haricots. On a un process de transformation qui est sur Albi. Donc, nous, on achète des légumineuses françaises, labellisées. On les fait tremper, on les fait pré-germer, on les cuit à la vapeur et on les surgèle en mi-cuillère. Donc, ce sont des bases culinaires. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sauce. Voilà, c'est un produit qui est vraiment nature, mais qui est prêt à être consommé. C'est-à-dire, comme il y a déjà le trempage et la cuisson vapeur, c'est un produit en 3 minutes, en fait, il est cuit, vraiment fondant et on peut faire tout type de recettes avec. La pré-germination permet également d'améliorer l'assimilation des protéines justement, et la digestibilité. Donc, l'idée, c'est de travailler sur les trois grosses problématiques des légumineuses, l'assimilation des protéines et des vitamines, la digestibilité et le temps de préparation. Voilà, la légumineuse aujourd'hui en France, c'est un produit qui est très consommé, ce qui est des raisons sociologiques, mais également les trois que je viens d'évoquer. Donc, l'idée, c'était de trouver un process industriel qui permettait de régler le maximum de problématiques, voire toutes les problématiques. Pour un secteur d'activité, restauration collective, c'est des problématiques encore plus spécifiques que tout un chacun. Et pourquoi s'être orienté spécifiquement vers la restauration hors domicile, restauration collective, plutôt que peut-être du commerce? Alors, il y a eu deux effets, j'allais dire, qui ont été concomitants. Le premier, c'est que lors de mon apprentissage dans l'entreprise agroalimentaire que je citais tout à l'heure, euh, vers la fin de cet apprentissage, c'est 2018-2019, il y a la loi Egalim qui passe, et un des versants de la loi Egalim, c'est en restauration collective. C'est une loi qui vise à imposer au fur et à mesure un certain nombre de règles sur l'alimentation. L'une des premières, l'une des plus connues, c'est un repas végétarien, une solution végétarienne par semaine. Il y en a une autre qui est un pourcentage de produits labellisés, de 50% de produits labellisés avec tout un tas de labels. Et dans ces 50%-là, une part de bio.
Voilà, il y a différentes petites mesures comme ça sur la loi Egalim qui m'ont fait aller vers ce cœur de métier, ce corps de métier, de rencontrer les professionnels de la restauration collective. Et c'est quand j'ai rencontré ces professionnels de la restauration collective, en discutant beaucoup avec eux, en ayant beaucoup d'échanges sur des problématiques diverses et variées, que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, alors ils ne parlaient pas, eux, de légumineuses surgelées prêtes à l'emploi, mais ils parlaient d'apport en protéines végétales. Ils parlaient de solutions rapides, ils parlaient de solutions simples à mettre en œuvre, ils parlaient aussi de solutions de cuisiniers, parce que dans la mauvaise presse de la restauration collective, ce sont des cuisiniers, en tout cas pour les 9/10 des gens qu'on rencontre, ils veulent faire la cuisine, ils veulent pas des plats coupés, ils veulent des produits, des bases culinaires où ils peuvent laisser exprimer leurs recettes derrière. Et donc, en fait, c'est en faisant la somme un petit peu de toutes les problématiques, toutes les difficultés, toutes leurs contraintes que je voyais, toutes les opportunités aussi, parce qu'en France, on est cultivateur de légumineuses, on sait les cultiver, il y en a beaucoup, et notamment en Occitanie, elles poussent très bien. Voilà, il fallait rassembler toutes les pièces du puzzle, et une fois que c'était assemblé, ça me paraissait vraiment, en tout cas évident. C'était tout à fait en accord aussi avec ce que je voulais faire. Et donc, une fois qu'on a répondu à la question, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que j'ai envie de le faire? Oui. Est-ce que c'est durable? Oui. Et donc, après, il fallait se lancer. Et bon, ça a mis un peu de temps à se mettre en place, évidemment, mais voilà un petit peu la genèse du projet. Tu as commencé en amont à parler un petit peu des bienfaits des légumineuses. Est-ce que tu peux nous dire, en séparant du coup bien le côté environnemental et le côté santé, donc on va d'abord partir un peu sur le côté environnemental, c'est quoi les bienfaits des légumineuses? Alors, effectivement, mais il y a plein de bienfaits différents. Sur la partie environnementale, il y a encore plein d'aspects. Alors, le premier, c'est que c'est, pour la plupart, haricots peut-être pas compris, mais notamment pour les pois chiches lentilles, sont des légumineuses qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, voire quasiment pas en fonction des saisons. Par exemple, typiquement cette année, les pois chiches lentilles en Occitanie, il a plu. 3-4 fois, c'était réglé, il n'y avait pas besoin d'eau. Donc ça, c'est dans les problématiques dont on parle actuellement, le manque d'eau sur pas mal de territoires, c'est une donnée importante. Une deuxième qui est commune à toutes les légumineuses, c'est cette capacité qu'elles ont à absorber l'azote de l'air pour venir enrichir les sols naturellement. C'est encore plus intéressant dans une agriculture raisonnée, biologique, peu importe, où l'apport d'engrais azoté est limité, voire complètement prohibé. Et donc, ça permet d'être un précédent pour un céréal, par exemple, hyper efficace. C'est pour ça aussi qu'on a une grosse offre en bio, parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui sont bio, qui travaillent déjà la légumineuse, tout simplement parce que dans leur rotation de sol, s'ils font ça dans un blé, par exemple, ils obtiennent des rendements supérieurs sur le blé derrière. La petite différence, c'est qu'ils faisaient des légumineuses qui ne valorisaient pas tout le temps, voilà, vraiment pour le sol. Et là, aujourd'hui, on leur offre des débouchés économiques aussi pour cette partie légumineuse. Donc, ça a plein de vertus, plein d'autres vertus également. Il y a la partie nutritionnelle, il y a la partie économique. Le gramme de protéines en légumineuse est 4 à 5 fois moins cher à qualité équivalente qu'un gramme de protéines carnées. Et donc, effectivement, il y a la partie nutritionnelle. La légumineuse, c'est hyper complet. C'est riche en protéines, c'est faible en sel, c'est faible en sucre, c'est riche en fibres. Il y a un indice glycémique très bas. Et donc, ça s'adapte à beaucoup de types d'alimentation, tous les types d'alimentation. Et ça fait partie de la nourriture de base sur tous les continents. Toutes les grandes recettes, c'est une association légumineuse céréales. C'est la base de toutes les grandes recettes. Si on parle du couscous, si on parle en Asie, ils ont énormément de plats à base de légumineuses notamment le soja et de riz, par exemple, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, voilà, un petit peu partout. Donc, c'est vraiment la base de l'alimentation pour des raisons écologiques, économiques et évidemment nutritionnelles. Tu as dit que toutes les légumineuses étaient cultivées en France. Comment tu as intégré les circuits courts avec les filières locales? Alors, nous, on est parti au départ sur des légumineuses qui poussaient exclusivement en Occitanie. Et on a, dans cette logique-là, quand on a fait un peu les forces et faiblesses de l'entreprise, une des faiblesses potentielles, ça peut être l'approvisionnement. Nous, on est sur un secteur d'activité où on doit s'engager sur des prix de manière sur le long terme. Et on n'est pas avec des gens qui peuvent changer leur prix du jour au lendemain. Voilà, c'est comme ça. Et ils ont besoin de visibilité. Et nous aussi, on a besoin de visibilité, tant sur les prix que sur la qualité. Et donc, en réfléchissant, on savait qu'on était dans un bassin, aujourd'hui l'Occitanie, qui est
pourvoyeuse de légumineuses, hein, première région en légumineuses porte-graines de France. Porte-graines de France. Et donc, on a décidé de monter notre réseau d'approvisionnement. Donc, concrètement, on signe des contrats avec les agriculteurs. On s'engage sur des prix, sur des surfaces. Donc, ça peut aller de 2-3 hectares à 20-30 hectares, sur des pois chiches, des lentilles notamment. Et donc, on les suit techniquement. On a un apport technique pour ces agriculteurs, c'est-à-dire qu'on leur permet aussi de s'améliorer si certains ont des carences ou si certains n'ont pas la visibilité qu'on a nous. C'est-à-dire que nous, comme on voit une trentaine d'agriculteurs, on a quand même une visibilité qu'ils n'ont pas forcément, parce qu'ils sont vraiment la tête dans le guidon, et puis ils ne font pas que des légumineuses, ils font plein d'autres choses aussi. Donc ça, c'est un des premiers avantages pour eux, ça leur fait un débouché économique. Ça, c'est vraiment leur côté intéressant. Notre côté intéressant, c'est qu'on a de la visibilité en termes évidemment de volume, de prix et de qualité. C'était aussi une des grandes données. Aujourd'hui, sur la légumineuse, on a tendance à penser qu'un pois chiche, c'est un pois chiche. Alors que si je vous parle de courgettes, par exemple, ou de tomates, ben, on sait qu'il y a des qualités différentes. Une bonne tomate, une mauvaise tomate, on voit la différence tout de suite. Mais en fait, c'est exactement pareil sur le reste, sur le grain notamment. Un bon pois chiche, un mauvais pois chiche, ça fait pas du tout la même chose à la fin. Et nous, on a la chance de travailler avec des agriculteurs qui sont vraiment passionnés, compétents, qui sont donc en local, puisque la plupart de nos agriculteurs, nous, on est basé au cœur du Tarn. On travaille avec beaucoup d'agriculteurs qui sont dans le Tarn, la Haute-Garonne et l'Aude. Pour ceux qui ne s'y situent pas bien, c'est vraiment les départements limitrophes. Et donc, c'est vertueux pour eux, c'est vertueux pour nous. Et effectivement, cette démarche de circuit court, nous, elle nous a convaincus. Elle a été guidée par une logique de durabilité et aussi une logique économique de manière générale. Donc, quand on peut faire cohabiter les deux, c'est quand même intéressant. Ouais, on comprend bien que les deux s'y retrouvent. Comment tu fais pour choisir du coup ces agriculteurs et choisir, est-ce que tu cherches d'abord l'agriculteur qui ensuite tu vas lui proposer de planter telle ou telle légumineuse ou tu privilégies plutôt telle légumineuse et ensuite tu vas chercher l'agriculteur? Nous, en général, on sait globalement de quoi on a besoin en termes de légumineuses. Ce sur quoi il y a débat tous les ans avec la personne qui s'occupe de l'approvisionnement, c'est la surface. Parce que comme les rendements sont toujours très approximatifs en fonction des années, on se base sur un rendement moyen, on fait plus ou moins. Et donc ensuite, ben, l'objectif, effectivement, c'est de trouver les agriculteurs qui veulent planter ces légumineuses et travailler avec nous. Alors, il y a eu tous les cas. Il y a eu des cas où c'est les gens qui sont venus nous voir, soit via des champs d'agriculture, soit eux-mêmes en direct. Et donc, on a pu construire des partenariats comme ça. D'autres qu'on a démarchés parce qu'on connaissait des gens qui travaillaient très bien et qui ne nous connaissaient pas. On est une jeune entreprise, donc on a besoin de se faire connaître. Et ensuite, comment on les choisit? Ben, il faut qu'ils aient envie de travailler avec nous. Il faut qu'on ait envie de travailler avec eux. Déjà sur le principe, c'est hyper important parce que derrière, c'est une relation. Nous, on signe les contrats en janvier. Les agriculteurs plantent au début mars, fin mars, et on récolte juillet, août, voilà, globalement. Donc, en fait, on est ensemble toute une année. Donc, si humainement, déjà, ça passe pas, ça peut être compliqué. Et ensuite, il faut que chez eux, les légumineuses, alors là aussi, on a tous les profils. On a des gens qui font de la légumineuse depuis 25 ans, qui sont spécialistes et pas grand-chose à leur dire et à les accompagner. Et puis, on a aussi des agriculteurs qui n'avaient jamais fait de légumineuse et qui n'osaient pas trop se lancer. Alors, sûrement par peur de débouchés économiques, mais aussi par peur de faire des erreurs techniques. Et donc, on a vraiment tous les profils. C'est ce qui est hyper intéressant. Et tout le monde a sa place dans notre réseau d'agriculteurs. Alors, là, on ne peut pas faire avec aujourd'hui 300, 400, 500 agriculteurs. Mais l'ambition, effectivement, c'est de développer ce réseau-là. Parce que si on développe ce réseau, ça veut dire que économiquement, on a un produit qui fonctionne aussi. Et tout est moteur. Les agriculteurs qui n'ont pas l'habitude et qu'ils aimeraient passer du coup sur cette phase de légumineuse, comment vous les accompagnez? Est-ce que vous les mettez en relation avec des personnes qui ont plus de compétences ou est-ce que vous gérez vous ça en interne? Nous, on a les compétences en interne vraiment pour les accompagner. Donc, ça, c'est aussi le gros plus. C'est-à-dire qu'ils ont, quand ils travaillent avec nous, l'ensemble des compétences en interne. Alors, c'est très souvent de la co-construction, c'est-à-dire que l'agriculteur, malgré tout, c'est lui qui connaît sa terre. C'est lui qui connaît ses contraintes machines, ses contraintes en termes de salariat, etc. Donc, on peut pas, nous, on n'est pas évangéliste en donnant la bonne parole et en disant ce qu'il faut faire, etc. Par contre, nous, on fait que de la légumineuse. Et c'est notre rapport aussi. C'est notre rapport pour nos clients en restauration collective, mais c'est aussi notre rapport pour les agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont plein de choses à gérer.
Nous, on parle que de légumineuses. Donc forcément, effectivement, nous, quand il y a une question sur la légumineuse, ça va nous obséder, on va faire que la chercher jusqu'à trouver la réponse. Eux ont tellement de questions à se poser que des fois, ça peut passer à l'as aussi. Donc, ce côté-là vraiment spécialisé de la légumineuse, je pense que ça peut être intéressant pour certains. Puis certains, je vous dis, c'était juste un débouché, c'est-à-dire que ils faisaient de la légumineuse eux, déjà depuis longtemps et techniquement nickel, mais voilà, sur la contractualisation, ils auraient aimé faire plus de légumineuses parce que c'est quelque chose qu'ils maîtrisaient. Ils n'en faisaient pas plus parce que par peur de ne pas pouvoir d'avoir de débouchés. L'agriculture, en tant que débouché, c'est quand même un gros sujet pour eux. Et donc nous, on leur offre à ces gens-là un débouché. Ouais, effectivement, ça commence un peu à se démocratiser, mais effectivement, si derrière, il n'y a pas de rentrée d'argent, les agriculteurs, ils n'ont pas d'intérêt à faire de la légumineuse, alors que ça a un intérêt, ne serait-ce que, comme tu l'as dit juste avant, environnemental et même sur la santé, une diversification de l'alimentation, effectivement. Mais si au final, en bout, personne ne leur achète leurs produits, c'est vrai qu'ils ont cette peur de est-ce qu'ils doivent le faire ou pas, quoi. On ne peut pas aller voir un agriculteur en lui disant il faut que tu plantes des légumes, c'est bon pour la planète. Moi, je ne peux pas aller voir un client, une restauration collective, en lui disant mais vous savez, la légumineuse, c'est super bon pour le corps des gens qui vont manger. Enfin, c'est pas possible. À un moment donné, il faut être aussi pragmatique. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire des concessions qui font qu'on fait que des nuggets de poulet du Brésil qui sont importés. Je pense qu'il y a de la place pour tout. Il y a de la place pour faire des choses cohérentes sur le plan environnemental. Mais à un moment donné, il faut aussi que tout le monde puisse vivre à la fin du mois, que tout le monde puisse vivre de son travail. C'est une notion hyper importante. Nous, on voit des bosseurs, vraiment, des gens qui se lèvent tôt, qui se couchent tard. Quand il faut bosser le week-end, quand il faut récolter le week-end, ça récolte le week-end. Ces gens-là, il faut qu'ils puissent vivre de leur travail, que ce soit les agriculteurs. Mais voilà, je vous dis encore une fois, quand une restauration collective fait des légumineuses, il faut que ça rentre dans son budget. Il faut aussi que les personnes qui consomment chez elles euh, apprécient vraiment ce qui est proposé. Donc, on peut pas dire non, c'est pas bon, ou oui, mais on ne vous paiera pas, mais par contre, c'est bien pour la planète. Voilà, je pense que c'est un argument qui n'est pas recevable. Et c'est un argument pour ceux qui ne prennent pas de risques. Mais quand on prend des risques, il faut que. Alors, c'est toujours un risque, l'agriculture. Ce qu'on a coutume de dire, c'est que c'est pas en travaillant avec nous qu'ils ont plus de risques, parce que le risque, il y est. Par contre, le même risque, on le divise en deux. C'est le même risque, sauf que l'agriculteur, il en prend une petite partie et nous, on en prend une autre. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que le risque de l'agriculture, de toute façon, il y est. Aujourd'hui, c'est un des métiers les plus compliqués du monde, je pense. Parce qu'il y a, il y a vraiment un côté aléatoire vraiment sur les rendements, par exemple, ou sur la qualité. Mais ce risque-là, on peut le partager. Oui, comme tu dis, il y a une incertitude. Bah, après, tu disais avec les légumineuses, l'avantage, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'eau. Mais du coup, avec la crise climatique actuelle, euh, est-ce qu'il y a quand même une influence? Et c'est quoi un peu les avantages et les inconvénients, on va dire, sur les agriculteurs quand ils cultivent les légumineuses? Déjà, ça peut dépendre un petit peu du terroir, de la terre, des conditions pédoclimatiques. Par exemple, en France, nous, sur la façade atlantique, qui sont quand même bien meilleures qu'ailleurs sur le haricot. D'un point de vue sol, d'un point de vue récolte, d'un point de vue température, d'un point de vue eau aussi. Voilà, ils ont des rendements plus élevés, donc c'est une logique à respecter. Sur les pois chiches, l'Occitanie est leader, voilà, de très loin, parce que encore une fois, ça se passe très bien. Et après, ça reste une culture agricole. Et la culture zéro risque, elle existe au Canada quand ils envoient des sulfateuses pendant des heures et des heures, et il n'y a plus rien qui vit. Là, on sait qu'on a des rendements qui sont linéaires. Sur les légumineuses, comme sur à peu près n'importe quoi, qui poussent encore plus en bio, on a des risques effectivement de maladie quand il y a trop de pluie, et quand il n'y a pas assez de pluie et qu'il fait trop sec, on a des risques plutôt de ravageurs. Ça peut être des insectes, par exemple. En ce moment, il y a une grosse pression sur le pois chiche avec une bébête un peu casse-pied, mais donc il y a des risques quoi qu'il arrive. Il y a beaucoup de travail, quoi qu'il arrive, technique, et la légumineuse reste quelque chose de technique tout de même. C'est pas insurmontable, mais ça reste technique. Rapidement, du coup, tu parles des ravageurs. Vu que c'est en agriculture biologique, il y a certains produits auxquels les agriculteurs n'ont pas le droit. Quelles sont un peu leurs solutions pour réduire un peu ces ravageurs et augmenter leur rendement? Ils sont obligés d'être meilleurs techniquement. C'est-à-dire que déjà, ça se joue à la semence, une semence de meilleure qualité, parce qu'on ne pourra pas rattraper ce qui va se passer derrière.
avoir des dates de semis qui sont bonnes aussi. C'est souvent qu'à posteriori parce que ça peut dépendre aussi de la météo. Et ensuite, les quelques produits qui sont labellisés bio, en fait, ont des efficacités très limitées. Et donc, typiquement, sur les ravageurs, ça va dépendre du stade du ravageur. Donc, un produit qui peut marcher sur n'importe quel stade en agriculture conventionnelle, c'est-à-dire que le ravageur est à taille adulte, ça va marcher quand même. Typiquement, sur une agriculture biologique, ça va pas marcher. L'exemple du puceron, on a un produit à base de savon noir qui est vraiment efficace et qui est labellisé bio, qui est clean, mais qui ne marque pas sur les pucerons à un certain stade. Donc, il faut les prendre très jeunes. Et pour les prendre très jeunes, il faut une présence au champ quasi quotidienne, une vérification, il ne faut pas se tromper. Parce que si on se loupe sur la présence de pucerons et qu'on s'aperçoit 6, 7, 8 jours après qu'il y en a, quand on passe ce produit-là, il n'y a plus d'efficacité. Donc, en fait, ça demande vraiment une vigilance importante. Et donc, ça peut affecter les rendements aussi de manière importante. J'ai l'impression de ce que tu me dis, on est plus sur faire attention à de la prévention plutôt que une fois qu'il y a le problème, on va venir essayer de trouver une solution. Moi, je ne suis pas agriculteur. Ce que je vois beaucoup avec les agriculteurs, c'est que un bon agriculteur bio sera quand même un bon agriculteur conventionnel. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que de ce que je vois, encore une fois, ça rentre avec des pincettes, c'est pas mon métier, mais il n'y a pas de rattrapage possible. C'est-à-dire que s'ils se loupent, s'ils ne sont pas là au bon moment, s'ils ne font pas ce qu'il faut au bon moment, derrière, pour le rattraper, c'est quand même très compliqué. Et des fois même, ils font ce qu'il faut, ils le font au bon moment, et il n'y a pas d'efficacité, parce que ça peut arriver aussi, il y a des produits qui sont vraiment très inefficaces. Donc, oui, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Après, ils le font aussi. Il y a des débouchés économiques qui sont parfois, je dis bien parfois, plus intéressants. Et certains le font également par conviction. Donc, c'est un tout, quoi. C'est une prise de risque vraiment globale. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai d'ailleurs enregistré un épisode avec les jardins d'Aliwen, Marion Dénéchaud. C'est l'épisode 7 du podcast où on parle un peu plus. Donc, elle est agricultrice, donc plus dans les légumes. Et du coup, on rentre un peu plus dans le détail de la difficulté du métier, etc. Donc, chers auditeurs, si ça vous intéresse, c'est l'épisode 7 du podcast. Quelles sont, de ton point de vue, les idées reçues autour des légumineuses que tu aimerais bien un peu déconstruire? La principale idée qui est rarement évoquée en ces termes-là, mais quand même, ça reste sous-jacent chez pas mal de gens, c'est que c'est l'aliment du pauvre. Sociologiquement, en France, dès qu'on a pu manger de la viande, dès qu'on a pu manger du poisson, dès qu'on a pu manger des fruits et des légumes, tous les aliments qui étaient réservés à une certaine classe de population qui était au Moyen-Âge, dès que tout le monde a pu en manger, ça a été vécu et vu comme un gros progrès social de pouvoir manger de la viande tous les jours. Et jusque dans les années 50, 60, 70, ceux qui mangeaient de la viande, c'était ceux qui en produisaient et qui tuait le cochon tous les 6 mois et qui avait l'occasion de manger cette viande à ce moment-là. Sinon, c'était quand même vraiment considéré, c'était chasse-gardé pendant tout le Moyen-Âge, par exemple. Hein, on ne pouvait pas manger de viande librement. Et la légumineuse, avec la céréale, a eu ce rôle vraiment de pouvoir nourrir les corps, mais pas plus. Et donc, on a été on a été éduqué comme ça chez nous, un peu moins dans dans les pays voisins. En Italie, gros consommateur de légumineuses, l'Espagne, le Portugal également. Et donc, sociologiquement, dans un premier temps, voilà, on a une idée sur les légumineuses qui est globalement fausse et qui fait penser à l'aliment du pauvre. Ensuite, il y a la digestibilité, qui n'est pas une idée reçue fausse, hein, puisque la légumineuse, il y a des problèmes de digestibilité, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on arrive à contrer grâce à notre process, mais effectivement, il y a des problématiques de digestibilité. J'ai entendu aussi, puisque ça arrive, des gens qui pensent que la légumineuse fait grossir. Voilà, donc c'est assez étonnant, mais sûrement fait partie de cet imaginaire qui mélange légumineuses et féculents et qui pense que quand on mange des pois chiches tous les jours, c'est comme si on mange des pâtes tous les jours, hein, ça n'a rien à voir. Euh, donc voilà, c'est les principaux préjugés. Le dernier préjugé, mais ça va en fait avec tout le reste, notamment avec l'aliment du pauvre, c'est le manque de saveur, le manque d'idées recettes, le manque de visibilité, parce que sur l'éducation, sur les recettes traditionnelles françaises, on a des recettes avec de la viande, avec du poisson, même avec des légumes, il y en a beaucoup.
des recettes avec des légumineuses. Nous, la dernière fois, on avait fait un micro-trottoir. Il y a une cinquantaine de personnes qui avaient parlé. On leur avait demandé des recettes avec les légumineuses. Ils ne citaient que le cassoulet et le lentilles saucisse. Voilà. Et certains parlaient du chicken carne, mais c'était vraiment très, très à la marge. Donc voilà, il n'y a que ces recettes-là qui sont connues. Pourtant, par exemple, quand on parle de houmous, le houmous aujourd'hui, c'est le tartinable le plus vendu en France. Bon, le houmous, c'est du pois chiche. Alors, il y a d'autres choses. Mais le houmous, c'est du pois chiche, c'est super bon, les gens l'adorent. Ça fait un tabac sur les apéros et dans tous les rayons frais des grandes surfaces ou même dans les rayons traiteurs. Donc, et c'est juste qu'on oublie. On oublie qu'effectivement, ouais, ça donne des pois chiches, ça marche très bien. Et donc, voilà, il y a vraiment ce côté très négatif, alors qui est en train de changer quand même, je pense, et en tout cas, c'est ce que je vois. Mais pendant un moment, ça a été très décrié. Ouais, et c'est vrai, et je me posais une question, parce que les légumineuses, on a tendance à ne les voir que, on va dire, comme un aliment brut, les pois chiches, les lentilles, etc. Alors que, par exemple, le blé, on va jamais manger le blé pur. Ça va être de la farine, etc. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de ce côté-là, peut-être de la farine de pois chiche, ou en fait, où on pourrait l'intégrer dans plus de recettes ou plus de façons de cuisiner. Mais peut-être que on arrive aujourd'hui à ça et que ça va changer dans les prochaines années. Alors, il y a de la farine de légumineuse qui existe. Je pense que l'un des défauts de ces dérivés-là, c'est que justement, on veut recréer quelque chose que l'on connaît en termes de saveur et de texture avec le blé, avec la farine de blé. Et on utilise de la farine de pois chiche de lentilles pour améliorer son alimentation. Et en fait, en termes de goût, quand même, il y a quand même des différences. Déjà, il y a un sentiment de satiété qui n'est pas du tout le même. Avec des pâtes, on peut en manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça cale beaucoup moins vite que les légumineuses. Il y a un goût qui est différent aussi. Et donc, quand on utilise la farine de pois chiche pour utiliser la farine de pois chiche, je pense que c'est quelque chose de bien. On fait des choses super avec la farine de pois chiche ou la farine de lentilles. Quand on l'utilise pour remplacer la farine de blé en ayant inconsciemment une attente d'avoir un goût, une texture comme la farine de blé, je pense que c'est une erreur aussi et que le corps il dit non, c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude, j'ai pas envie, donc ça peut dépendre un peu de chacun. Je pense que c'est bien qu'il y ait beaucoup d'alternatives différentes à base de légumineuses et que chacun puisse piocher un petit peu là où il veut. Nous, par exemple, on fait des produits très simples, très basiques. On ne fait pas d'ultra transformation, on ne fait pas de plats complets, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que les galettes végétales à base de légumineuses ou des falafels toutes prêtes ou des choses comme ça, je sais que ça leur plaît, il y en a certains ça leur plaît. Et en fait, il en faut pour tout le monde. Donc, si ça leur convient, c'est très bien. Nous, on essaie d'apporter une alternative différente. Je pense qu'il y a des gens aussi qui font des choses intéressantes pour leur farine de légumineuses. Mais l'idée, c'est d'apporter des pièces en plus. Et puis voilà, le blé, par exemple, si on prend ça, il n'y a pas juste des pâtes à base de blé, il y a plein de choses. Et chacun vient piocher ce qu'il veut dedans. Puis, en plus, il y a des blés différents, voilà, il y a des choses différentes. Donc, je pense qu'il y a de la place pour la légumineuse dans une alimentation. Tout début, tu me disais c'est quoi bien manger. Moi, je te parlais d'alimentation variée. Aujourd'hui, on ne peut pas bien manger et avoir une alimentation variée en se privant de légumineuses. Voilà, c'est une composante. Si demain, on me dit, moi, j'ai une alimentation variée, mais je mange pas de légumes, ou je mange pas je mange pas de céréales du tout, il manque quelque chose quand même. Voilà, la légumineuse, aujourd'hui, c'est ça. C'est une composante importante de l'alimentation. Nous, on n'est pas dans le dogmatisme en disant il faut manger que de la légumineuse, ou même il faut manger que végétal, chacun a ses croyances, ses envies et ses besoins. Mais la légumineuse fait partie de l'alimentation sans gluten, convient aux végétariens, aux végétaliens. Il y a pas beaucoup de contre-indications. Ouais, mais tu l'as dit, je trouve que c'est extrêmement important. En fait, je trouve que c'est une erreur quand les personnes disent je vais remplacer la farine de blé par de la farine de pois chiche, de la farine de lentilles. Non, c'est comme tu as dit, une alternative. On fait une autre recette. Le but, c'est pas de remplacer parce que c'est meilleur ou quoi que ce soit. Non, c'est juste d'avoir des goûts différents, des recettes différentes, etc. Enfin, je pense qu'il faut plus le voir comme ça. On fait pas des falafels avec du blé. Voilà. Voilà. Bon, on peut faire des pâtes à base de lentilles et de pois chiches, ça existe, j'en ai vu faire, j'en goûte, qui sont très bonnes. Mais c'est pas des pâtes classiques, ce sont des pâtes aux légumineuses. Et c'est pas forcément très grave, c'est juste que si on s'attend à avoir le même goût, avoir la même texture, avoir la même chose, on peut être déçu. Et je trouve ça dommage de susciter une envie chez quelqu'un, de pas pouvoir y répondre complètement. C'est dommage. Donc voilà, c'est juste un produit différent. Ouais, je suis d'accord.
On va parler un petit peu de vos processus de fabrication. Alors déjà, au début de l'épisode, tu as parlé de la germination. C'est quoi la germination? À quoi ça sert? Alors, la germination, c'est un process tout à fait naturel, hein. Quand on plante une graine dans le sol et qu'on l'arrose, en fait, on la fait germer, et puis derrière, on pousse la germination tellement loin que ça redonne une plante. Donc, c'est ce process-là, il y a une levée de dormance. La légumineuse est remplie d'inhibiteurs d'enzymes et de choses de phytates et de tanins qui bloquent justement cette digestibilité ou cette assimilation des protéines et créer un environnement favorable à la levée de dormance, un environnement favorable à la germination. Et ça permet à la légumineuse de débarrasser justement de ces barrières naturelles pour l'assimilation des protéines et la digestibilité. Et donc nous, on recrée ça. Donc la germination, il y a trois phases. La première phase de germination, c'est le trempage. Donc le trempage est une des premières phases de germination. Donc la graine va se gonfler, va à peu près prendre son poids en eau, plus ou moins, va se libérer beaucoup de tanins et de phytates. La deuxième phase de germination, c'est quand on arrose, mélange, on arrose. Voilà, concrètement, globalement, c'est ça, sans rentrer beaucoup dans les détails techniques. Là, on va créer cette levée de dormance. La troisième phase de germination, c'est la germe, qui est sur la légumineuse ou sur le céréal, peu importe, qui va pousser. Et nous, on s'arrête vraiment entre la deuxième et la troisième phase. On n'a aucun intérêt à voir la germe. Nous, aujourd'hui, les clients avec lesquels on travaille, ils achètent des pois chiches qui se trouvent être germés, mais ils l'utilisent comme des pois chiches. Il y a ce plus nutritionnel, mais on n'est pas sur des produits avec des grandes pousses. On n'est pas sur des produits type sachet fraîcheur ou pousses de soja ou pousses de haricots mango. Alors, on est vraiment sur des produits complètement différents. Ça n'apporte que une marque visuelle, cette germination, que nous, on ne recherche, cette germination poussée, pardon, que nous, on ne recherche pas. Donc, on est vraiment sur la pré-germination. Combien de temps ça prend pour cette pré-germination? On a à peu près une douzaine d'heures de trempage et approximativement 24 heures de pré-germination. Voilà, donc globalement, le process, il vaut autour des 36 heures. Nous, on a un process qui est vraiment, comme on est spécialisé vraiment sur les légumineuses, on a un process différent en fonction des légumineuses. On a un process différent aussi en fonction de la légumineuse que l'on a entre les mains. Mais globalement, les ordres de grandeur, c'est ça. Est-ce que ça change le goût de la légumineuse, le temps de pré-germination, ou non, c'est vraiment plus au niveau santé de se débarrasser un peu des phytates et ce genre de choses? En fait, effectivement, dans le trempage et dans la pré-germination, on a 95% des effets positifs de la germination. Quand on pousse cette germination, c'est vraiment que visuel avec la germe qui va pousser. Ensuite, entre un produit non germé et un produit germé, au-delà de l'aspect nutritionnel, on a également un tégument de la légumineuse qui va être un peu plus souple. Et donc, ce côté mâche euh, qui va être un peu moins important sur ces légumineuses-là. Et c'est aujourd'hui un des facteurs qui font que notre légumineuse est très bonne, c'est qu'on a une légumineuse qui est vraiment très fondante, qui va pas faire de la pâte un peu dure, un peu pas facile à mâcher. Donc, on a plus cet aspect tendreté qui modifie un peu la légumineuse, plutôt que l'aspect goût en lui-même. L'aspect goût va vraiment être lié à la matière première et au mode de cuisson. Et donc, après cette pré-germination, c'est quoi la suite pour vos légumineuses? Alors nous, on a une cuisson de vapeur vraiment très spécifique puisqu'on a développé, une machine qui cuit en 100% vapeur. Pourquoi je dis 100% vapeur? C'est parce qu'on n'est pas dans un fond d'eau qui génère la vapeur. On a vraiment une génération de vapeur à l'extérieur de la marmite de cuisson. On envoie de la vapeur par le fond. Il y a d'ailleurs plusieurs effets positifs à cette cuisson à vapeur. Le premier, c'est une cuisson homogène de la légumineuse. Le deuxième, c'est qu'on va justement pouvoir aller vraiment sur une légumineuse très fondante sans casser le tégument. C'est-à-dire que physiquement, on aura toujours une graine de pois chiche ou de lentilles. On n'aura pas une purée de lentilles ou une purée de pois chiche comme ça peut être le cas dans la boîte de conserve. Le dernier élément, il est hyper intéressant et souvent pas très souvent mis en avant. Euh, Nous, on n'a pas de perte de protéines. C'est-à-dire qu'entre notre grain trempé pré-germé et notre grain cuit, il n'y a pas de perte de protéines. Ce que tout le monde ne peut pas dire autant. J'imagine que tu as déjà mangé de la boîte de conserve de haricots rouges, de pois chiches. Il y a un jus à l'intérieur qu'on appelle l'aquafaba, que certains réutilisent pour monter ça a des propriétés émulsifiantes, un peu comme au blanc d'œuf. On peut faire des mousses au chocolat végé avec ça. Voilà, c'est la réutilisation vraiment de cet aquafaba. Pourquoi cet aquafaba a ces propriétés émulsifiantes? Pourquoi on peut utiliser la place du blanc d'œuf? Tout simplement parce qu'elle est chargée en plein de choses. C'est pas juste de l'eau. Il y a eu un transfert lors de la cuisson
il y a des protéines, il y a des vitamines, il y a des nutriments dans ces aquafaba. Si ces protéines, ces vitamines, ces nutriments sont dans l'aquafaba, c'est qu'elles ne sont plus dans la légumineuse. On ne va pas créer de l'aquafaba, c'est juste un transfert. Nous, on n'a pas d'aquafaba, on n'a pas de perte de protéines, on n'a pas de perte de nutriments, on n'a pas de déchets. Donc, dans une boîte de conserve, quand on ne réutilise pas tout cet aquafaba, en fait, on jette de la protéine, tout simplement dans l'évier. Et donc, on mange la légumineuse pour manger certains, en tout cas, de la protéine végétale. Et ce n'est pas la protéine végétale qu'on va manger, c'est la protéine végétale qu'on va jeter. Et donc, après la cuisson vapeur, Après, on surgèle. On surgèle pour conserver les légumineuses, donc c'est de la surgélation IQF. IQF, ça veut dire que c'est très rapide et c'est individuel. Donc, on a vraiment les légumineuses qui sont surgelées individuellement à moins de 18 degrés en 3 minutes. Donc, il n'y a pas de formation de cristaux de glace, ça ne fait pas un gros bloc de glace comme si on mettait dans le congélateur. C'est hyper rapide. Ça permet d'avoir une remise en œuvre, c'est-à-dire un produit à la fin, quand on passera de surgelé à décongelé, qui est hyper rapide aussi, puisqu'en 3 minutes, on va avoir un produit qui est prêt à la consommation. Et ça permet de garder toutes les propriétés visuelles, organoleptiques de manière générale, et gustatives, j'allais dire même sur l'aspect, c'est-à-dire qu'on a vraiment des légumineuses qui sont figées et qui vont plus bouger. La surgélation, c'est vraiment la surgélation IQF, c'est vraiment le top par rapport à la congélation ou par rapport à la surgélation classique. et ça se conserve combien de temps une fois que c'est surgelé? Concrètement, nous, on a une BDM de 2 ans, mais sur un produit surgelé, tant que tu ne romps pas la chaîne du froid, c'est pas immortel, mais quasiment. Alors, on a obligé de mettre une BDM, donc on met une BDM à 2 ans. Et voilà, c'est un produit, ce qui est important, c'est de respecter la chaîne du froid derrière. Mais c'est un produit qui n'est pas périssable. L'avantage d'être en local, c'est que je suppose que du moment de la récolte jusqu'à la surgélation, le temps, il est extrêmement court. Vous mettez combien de temps à peu près entre les récoltes et une fois le produit fini? Alors, autre avantage de la légumineuse, quand elle est récoltée, c'est un produit qui est où il y a très peu d'eau. Un taux d'humidité qui est vraiment très bas, qui est en dessous des 14-15%. Et donc, c'est une légumineuse sèche qui se conserve hyper bien, très très longtemps, à contrario du légume. Et donc, c'est vraiment un grain sec, ben là, pour le coup, comparable à blé, par exemple. Donc, en fait, il n'y a pas de notion de fraîcheur. C'est-à-dire que si c'est bien conservé, toujours pareil, un pois chiche qui date de cette année, de l'année dernière ou de l'année d'avant, si ça a été bien conservé, quand on va le cuire, il n'y aura aucune différence gustative. Donc, on a aussi cette souplesse-là avec la légumineuse. On n'est pas obligé de travailler en flux tendu. Donc, nous, en général, on utilise la récolte de l'année d'avant. Donc là, typiquement, on est encore sur la récolte 2023. Il y en a de moins en moins, voire plus bientôt. Et ensuite, on passera sur la récolte 2024. On fait ce roulement-là tous les ans. Donc, on n'a pas de notion de fraîcheur comme sur un légume ou sur un fruit, où il faut être très rapide justement pour garder le pic gustatif de maturité du fruit ou du légume. Du coup, vous allez avoir un peu une problématique de stockage, je suppose, parce que si vous devez stocker la récolte de l'année dernière, du coup, il faut prévoir ça au niveau logistique. Et C'est ma ça. question, c'est quoi un peu les principales difficultés que vous rencontrez dans un peu votre développement? Nous, on a un gros avantage, c'est qu'on a un produit innovant. On a un gros inconvénient, c'est qu'on a un produit innovant. Donc, le gros avantage que l'on a, c'est qu'on apporte de grosses solutions à nos clients, qu'on est vraiment très complémentaires par rapport à ce qu'ils peuvent avoir, que ce soit en sec, en conserve, autre chose, nos produits peuvent faire plein de choses avec. Le gros inconvénient qu'on a, c'est qu'ils ne connaissent pas les gens. Et donc, on est une jeune entreprise, on n'a pas des moyens de communication comme Apple ou VMH. Donc, on fait voilà, petit à petit du travail de terrain, on essaie de se faire connaître. Mais notre avantage est aussi notre inconvénient. Et aujourd'hui, le plus gros inconvénient qu'on a, c'est un inconvénient entre guillemets de notoriété. On est sur un secteur d'activité hyper spécifique, la restauration collective. Et en fait, quand on y réfléchit 2 minutes, on est tous concernés par la restauration collective. Quand on a des enfants qui vont manger à l'école, au lycée, au collège, peu importe, c'est de la restauration collective. Quand on a des parents ou des grands-parents qui sont en EHPAD ou en maison de retraite, c'est de la restauration collective. Quand nous-mêmes, on va manger en entreprise, c'est de la restauration collective aussi. Les associations, les clubs de sport, tout ça, c'est de la restauration collective. Quand on est dans l'armée également. Donc, on est tous concernés par ça. On peut être très, très strict. Maintenant, on a beaucoup de gens qui vont voir les chefs d'établissement qui disent attendez, hein, il y a des produits là qui sont super, qui sont disponibles, qui sont 100% français et 100% également aussi. Et donc, on arrive à se faire connaître comme ça, mais c'est quelque chose de très long.
Quand tu parles de produits innovants, c'est parce que vous avez développé votre propre process de fabrication avec la cuisson vapeur ou quel est l'aspect innovant dedans? Aujourd'hui, nos produits, on est les seuls à faire ce type de produit-là. C'est-à-dire qu'il existe des produits qui sont cuits, mais pas forcément à la vapeur. Il existe des produits surgelés, même s'il en existe très peu. Il existe des produits germés, mais vraiment complètement différents. Je te disais des sachets fraîcheurs, plutôt de graines de carottes ou de graines de choses comme ça qui sont germées. Mais on est vraiment sur un produit qui est totalement innovant dans l'ensemble de ces process. En fait, c'est les blocs de process qui ont été mis bout à bout qui font un produit innovant à la fin. C'est-à-dire chaque partie, effectivement, nous, la germination, très peu de monde l'a fait. La cuisson vapeur qu'on a développée, personne ne l'a. Mais en plus de ça, si tu veux, c'est l'ensemble de cette chaîne-là qui fait qu'à la fin, on a un produit innovant. Alors, c'est une innovation, c'est pas une innovation de rupture, mais c'est plutôt une innovation d'utilisation derrière où on a un produit qui, quand même, les légumineuses aujourd'hui, la consommation, c'est boîte de conserve, très peu de sous-vide, mais un petit peu, du sec, encore une fois, très peu. Et ensuite, c'est dans les plats ultra transformés, type galette végétale, par exemple. L'impact environnemental de l'industrie alimentaire, hein, c'est une préoccupation assez grandissante. Comment est-ce que vous vous efforcez de réduire votre impact environnemental, que ce soit sur l'aspect peut-être production de ça ou même sur l'aspect des déchets? Alors nous, aujourd'hui, par exemple, on n'a pas, on a très très peu d'externalités négatives. Quand on prend en compte un impact environnemental, on prend en compte les moins, on prend en compte les plus aussi. Dans les plus, il y a également le fait de faire des légumineuses chez nos agriculteurs, de faire à peu près 400 hectares de légumineuses, ça a un impact environnemental positif. Ensuite, sur les impacts environnementaux négatifs, on reste sur la logistique, même si c'est de la logistique proche. On a quand même de la logistique pour acheminer. On a également un impact en termes d'eau, puisque nous, on utilise de l'eau pour le trempage notamment, mais c'est de l'eau qui va être intégrée dans la légumineuse pour une grande partie. Une eau qu'on essaye de réutiliser au maximum pour limiter aussi le gaspillage. Aujourd'hui, le grand sujet que l'on a, c'est sur la partie conditionnement. On est sur un produit surgelé pour le moment en sachet plastique. On n'a pas trouvé d'autres alternatives aujourd'hui qui résistent au froid négatif de manière compétitive et qui en plus soit avec un certificat d'alimentarité, puisqu'on travaille dans l'industrie alimentaire, il faut quand même, on a un cahier des charges à respecter. On utilise du carton également aussi, mais avec un impact écologique du coup moindre. Nous, on a essayé de compenser ce côté sachet plastique en faisant des conditionnements très gros. On travaille avec les professionnels. Aujourd'hui, on fait des sachets de 5 kg. Donc, on n'a vraiment pas du tout de suremballage. On a de l'emballage plastique. On n'a pas réussi aujourd'hui à sortir de ça. On a de l'emballage plastique, mais par contre, voilà, en termes de déchets, on n'en a pas, par exemple. Tu vois, je te disais aussi, comme on a des bases culinaires, on ne met pas il n'y a pas d'apport aussi pour la santé, qui vont aussi charger les eaux derrière. On n'a pas de pollution particulière. On a l'utilisation de l'électricité, l'utilisation de gaz. On essaie de limiter au maximum en faisant des économies d'échelle. Ensuite, sur la surgélation, c'est de l'azote. L'azote est un produit naturel qui est présent également dans l'air. Donc, on a un impact environnemental, mais qu'on essaye de restreindre au maximum, toujours dans cette notion-là de durabilité. Comment est-ce que vous vous assurez de la qualité? Alors la qualité, on en a quand même parlé avec les agriculteurs. Et moi, je demanderais plus la traçabilité de vos produits. Est-ce que sur vos produits, les personnes qui achètent savent exactement d'où vient le produit et ils savent que c'est français, etc. Nous, voilà, on a une petite spécificité aussi, c'est qu'on a un logiciel interne qui nous sert, voilà, qu'on utilise pour tout, notamment pour la traçabilité. Il a été pensé d'abord pour la traçabilité, donc en fait, on a des numéros de lot à chaque étape. Nous, on conditionne le produit qui sort des champs, on les conditionne pas en silo, on les conditionne en big bag. Un big bag, c'est des sacs de 1 tonne à peu près, et donc chaque lot appartient à un agriculteur. Donc, ce lot-là, une fois qu'il y aura une transformation, il aura un autre numéro, mais avec le logiciel interne. Pour mon client, je me dis, j'ai le lot 24003. Si je clique dessus, je sais quel agriculteur, en quelle année, où exactement, a produit ce pois chiche, cette légumineuse. Et je sais à quel moment ça a été transformé chez nous, à quel moment ça a été envoyé, comment c'est passé. Donc, on a une lisibilité maximum là-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux prouver 100% de mes approvisionnements et le valoriser aussi, parce que du coup, ça peut être aussi le cas, on est dans des projets où il y a des gens de Toulouse
qui souhaite avoir un pois chiche spécifique qui a poussé à Toulouse et chez un agriculteur très particulier, dans un domaine bien particulier. Voilà, c'est la ville de Toulouse qui est en train de développer ce projet-là. Et nous, on a la capacité aujourd'hui avec notre outil de leur garantir, donc quand ce projet se fera, que le pois chiche aura poussé vraiment là où ils l'ont dit. Il ne vient pas du Tarn, par exemple, ou de l'Aude, même si c'est pas très loin. On est en capacité de garantir ça. Donc ça, c'est un gros plus aujourd'hui sur la traçabilité. Où est-ce qu'on peut retrouver les produits Aligerma? Donc, tu as dit que vous ne faisiez que pour de la restauration collective. Si jamais il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées, où est-ce qu'ils peuvent retrouver vos produits? Alors aujourd'hui, voilà, malheureusement, c'est vrai que nous, on ne vend pas aujourd'hui aux particuliers. On est en train de réfléchir à voir effectivement si c'est un produit qui peut intéresser les gens chez les particuliers. On a le produit, on a l'essentiel. Il nous manque juste la partie packaging, parce qu'on n'a pas de packaging particulier aujourd'hui. Donc, ce serait une bonne occasion, toi, si tu as des retours, de me dire s'il y a des gens qui sont intéressés par ce type de produit, qu'ils aient ce type de produit-là en magasin. Ça peut être un magasin de goût, un magasin spécialisé en GMS, peu importe. Mais aujourd'hui, nous, la seule façon de trouver des produits, effectivement, c'est de travailler avec des distributeurs avec lesquels on travaille et qui sont spécialisés restauration commerciale, restauration collective. Donc, ça peut être aussi l'occasion de demander au chef de sa cantine scolaire ou d'entreprise d'acheter nos produits et de pouvoir les consommer comme ça. Mais la phase de travail en GMS, en magasin spécialisé, c'est quelque chose. On attend de voir un petit peu les retours terrain, savoir un peu si ça peut plaire ou pas. Ouais, il faut voir si les personnes sont prêtes, entre guillemets, à aller C'est plus ça. vers ce genre de produit. Et ben, du coup, vu qu'on consomme pas assez de légumineuses, est-ce que tu pourrais, vu que tu travailles quand même avec des chefs cuisiniers, nous partager quelques recettes avec les légumineuses? Alors, sur la légumineuse, il y a deux recettes qu'on aime beaucoup partager parce que, trois recettes, j'allais dire, parce qu'elles sont deux très classiques, une vraiment particulière. La première, c'est tout ce qui est salade. C'est en plus les très bonnes périodes, mais tout simplement de la légumineuse chez nous qu'on fait décongeler et en 3 minutes. Et derrière, une salade de lentilles, par exemple, c'est une tomate du jardin, un oignon du jardin, un peu de coriandre, une vinaigrette, des lentilles. Et on a quelque chose de frais, on a quelque chose de nickel d'un point de vue gustatif, environnemental et nutritionnel. Donc ça, c'est des choses vraiment très simples. L'avantage de ce type de salade aussi, c'est qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut dedans. L'autre chose, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, c'est le houmous. Alors, on parle beaucoup du houmous de pois chiche, parce que c'est la recette de houmous traditionnelle. L'avantage aussi, c'est qu'on peut faire du houmous de lentilles vertes, on peut faire du houmous de haricots rouges. Il y a un houmous qu'on aime particulièrement, c'est un houmous pois chiche curry miel, voilà, qui donne des saveurs très intéressantes. Et la légumineuse a une propriété, quand elle est broyée, elle donne un goût de châtaigne qui est assez intéressant. Il y a un fondant, nous, qu'on aime beaucoup faire, chocolat haricot rouge. Alors, c'est meilleur avec nous, haricots rouges. Mais chocolat haricot rouge, donc c'est l'haricot rouge cuit, qui vont nous permettre de ne pas mettre de farine, de blé par exemple. On va mélanger ça avec du beurre, des œufs, du chocolat, évidemment, certains une petite pointe de rhum. Et on met ça au four et on a vraiment un aspect fondant. Faites ça à la maison, ne dites pas qu'il y a du haricot rouge dedans, personne ne le devinera jamais. Et puis à la fin, on pourrait dire qu'il y a du haricot rouge et ça peut changer aussi les regards dessus. Il y a à peu près la même recette avec du pois chiche et du citron. C'est-à-dire qu'on remplace le haricot rouge par du pois chiche, on remplace le chocolat par un pulpo, par exemple, vous voyez, un citron et un peu de sucre. Et puis c'est nickel. Ouais, il y a vraiment tout un tas de recettes à faire pour se régaler. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, entre guillemets, des avantages d'Aligerma? Parce que je trouve on en a pas vraiment parlé. On a le produit chez nous. Donc, tu as dit, on l'ouvre et en 3 minutes, c'est prêt. Donc, il suffit juste, est-ce qu'il faut les faire décongeler avant ou est-ce qu'il suffit juste de les faire cuire directement? Alors, vraiment, utilisation multiple. Alors, pour ceux qui s'y prennent à l'avance, à la veille, on met le sachet au frigo. Et en fait, comme c'est de l'individuel, ça va décongeler très vite. Donc, en 24 heures, en moins de 24 heures, vous avez un produit décongelé, vous ouvrez, vous mettez dans le saladier, puis vous mangez de suite. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de jus, il n'y a pas besoin de les rincer, il n'y a pas besoin de les égoutter. Ça, c'est pour ceux qui s'y prennent à l'avance. Et ensuite, il y a ceux qui sont un peu comme moi, qui s'y prennent à la dernière minute. Donc, il y a deux solutions. Si on veut les manger en froid, on les met
Donc, c'est un bac d'eau tempérée. Et en 4-5 minutes, vous égouttez le produit et vous mangez. Donc, c'est vraiment immédiat. Et si vous voulez faire quelque chose en chaud, alors je pense à une recette, par exemple, de curry de pois chiche. Vous faites votre sauce au curry, qui est chaude, et puis vous intégrez le pois chiche dedans, vous mélangez, et en 3 minutes, vous avez votre curry au pois chiche qui est prêt. Donc, c'est vraiment la rapidité et la facilité. C'est-à-dire que n'importe quel type de recette, vous pouvez le faire pour un mousse. Typiquement, une décongélation en 4 minutes dans l'eau, on égoutte et on mixe. Voilà, vous avez votre mousse qui est prêt. Merci beaucoup pour ces explications. On arrive tout doucement à la dernière question de l'épisode. C'est quoi, toi, ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation, ton snack favori? Ça peut aussi être un plat ou un simple aliment. Enfin, c'est pas un plaisir coupable, mais moi, ce que je préfère, c'est surtout avec qui je le partage. Voilà, je pense que je pense qu'en France, en France, je crois qu'on est le pays où on passe le plus de temps à table. Et j'avoue que vraiment le bon moment pour moi, c'est d'arriver à partager à peu près n'importe quoi, mais pas avec n'importe qui. Voilà, d'être avec des gens que j'apprécie. Ça peut être professionnel, amical, familial, peu importe, mais le plus important, c'est avec qui je suis. Quand je sens que la personne qui nous reçoit a passé du temps en cuisine, a passé du temps à essayer de faire quelque chose de bon, moi, quand je reçois quelqu'un, je passe énormément de temps en cuisine parce que c'est une marque aussi pour moi de respect et d'attention. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment la notion de partager quelque chose qui a été fait avec le cœur et partager les bons moments de table. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas pour toutes tes explications. Pour les personnes qui souhaiteraient en connaître un petit peu plus sur Ali Germa, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Alors, sur Internet, mon site www.algermain.com, tout simplement, il y a une case, une rubrique contact. Si jamais ils veulent discuter, poser des questions particulières, on leur répondra avec grand plaisir et de manière assez rapide. Sur ce site Internet, vous avez une petite rubrique qui explique un petit peu les légumineuses, aussi légumineuses par légumineuses, quelques spécificités. On a également des recettes qu'on a mis en accès libre. Alors, il y en a très peu aujourd'hui, il y en a une dizaine, et c'est plutôt table et restauration collective, donc les proportions sont un peu maintenant, on peut les adapter pour l'individuel à la maison. Donc voilà, c'est vraiment, on essaye d'être complet sur les légumineuses, pas être donneur de leçons, mais être complet. Et donc sur le site, vous avez tout un tas de références. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur LinkedIn ou sur notre site via la page contact. Ouais, alors pour ceux que ça intéresse, c'est aligerma, donc aligerma.com. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode si les personnes sont intéressées. Je te remercie beaucoup, Diany, pour cet entretien. C'était hyper intéressant. On a vraiment parlé de beaucoup de choses et j'espère que les auditeurs auront appris des choses intéressantes et qu'ils essaieront de nouvelles recettes, pas pour modifier ou pour remplacer ce qu'ils mangent déjà, mais pour ajouter de nouvelles saveurs dans leurs plats. Je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à une prochaine. Bonne journée à toi aussi et merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.